Donc je vais introduire la bio d'Ali Guerima. Donc il est né à Gondar, au nord de l'Éthiopie, d'une mère institutrice qui lui donne le goût des contes et des récits. Son père est écrivain et metteur en scène de théâtre, ancien résistant au colonialisme italien. Après un bref passage au Creative Arts Center de l'université Haïlé Sélassié, il quitte l'Éthiopie pour les États-Unis, donc, en 68, pour y étudier à la Goodman School of Drama de Chicago. Et il dira y avoir fait pour la première fois l'expérience du racisme et s'y être confronté à la marginalisation des Noirs et donc des minorités de façon plus large. Et donc il relate cette expérience de l'altérité, de la découverte de soi comme un autre, qui peut faire parallèle avec un autre penseur qui a travaillé ces problématiques-là, qui lui précède un petit peu, qui est psychiatre et révolutionnaire martiniquais Frantz Fanon, qui reviendra souvent dans son œuvre, notamment l'ouvrage Peau noire, masque blanc. Et donc il finit par s'installer à Los Angeles pour étudier à l'UCLA, donc Theatre, Film and Television School, de la Californie du Sud. Ce qui est drôle par ailleurs, c'est que dans cette école-là, à peu près à la même époque, il y a un jeune cinéaste qui s'essaye et qui finalement sera recalé, qui est Steven Spielberg. Voilà, il a été recalé dans cette école. Voilà, ce petit détail qui est assez drôle. Et dans cette école, donc, dans laquelle il entre, il trouve qu'il y a deux enseignants fondateurs du parcours qui suivra. C'est Eliseo Taylor et Teshon Gabriel. Eliseo est le seul instructeur noir de l'UCLA dans les années 70 et il développe en amont les bases de ce qui constituera le mouvement LA Rebellion, ou Los Angeles School of Black Filmmakers, à savoir donc un mouvement de cinéma spécifiquement afro-américain qui engagerait pour la première fois le point de vue d'un peuple sur le pays à travers donc, des moyens cinématographiques. Teshon Gabriel, lui, est aussi originaire d'Éthiopie. Il est né à Tisho, qui est dans le centre du pays. Et il entre, lui, dans l'école en 1974. Et il est connu pour être un des premiers professeurs à théoriser, donc, sous un mode critique, le cinéma du tiers-monde. Et la particularité de ce mouvement de cinéastes, c'est de s'intéresser à ce qu'un critique français assez connu à l'époque, qui s'appelait Serge Lanet, qualifiait de cinéma moderne. Et donc il y a le néoréalisme italien, qui est un cinéma qui est né après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale. Les films d'art européens, donc avec des cinéastes comme Alain Resnais, Ingmar Bergman, mais aussi et surtout le cinéma émergent d'Afrique, et donc qui a accompagné en même temps l'irruption d'un nouveau cinéma dans les pays de post-indépendance africaine et aussi latino-américaine. Il y a les films cubains et il y a les films brésiliens aussi. Il y a tout un courant dans le Brésil qui s'appelle le cinéma novo, avec des cinéastes comme Glauber Rocha. C'est tout un corpus de films comme ça que ces cinéastes-là vont incorporer dans leur pensée, dans leur travail. Et c'est aussi au même moment une période d'ébullition esthétique et politique. On a la création donc en 1966 du Black Panther Party, for Self-Defense, et d'une autre organisation aussi, qui est plutôt afrocentriste, qui est menée par Ron Karenga. D'ailleurs, ces deux mouvements, on y reviendra plus tard, mais qui se sont opposés parfois violemment, parce qu'il y avait eu d'ailleurs une fusillade dans ce campus en 69. Et donc, on a un contexte comme ça dans cette école-là, qui est renforcé par une mesure d'action positive, qui est l'équivalent de la discrimination positive en France, qui fait augmenter les étudiants noirs dans le campus. Et Taylor, donc, cet enseignant, il facilite l'accès de ses étudiants au département cinéma. Et c'est dans donc c'est tout un vivier de cinéastes qui se développe, Charles Burnett, Barry Clark aussi. Donc Guerima, lui, rencontre aussi un personnage tout aussi moins connu, qui est la cinéaste documentariste Shirikiana Aina, qui deviendra son épouse, et qui prépare normalement actuellement un film sur le fondateur du Black Power, Stokely Carmichael, qui s'appelle aussi Kwame Touré, qui a vécu les dernières parties de sa vie en Guinée. Donc ça paraît important pour introduire l'œuvre de Guerima de s'attarder sur quelques caractéristiques de cette nouvelle école de cinéastes, parce qu'elle nous permettra de nous pencher en détail sur ce qu'on appelle les films d'école, parce que les films d'école, tout part aussi d'un enseignement et d'une transmission, et c'est à partir aussi de ce socle-là
qu'un cinéaste, qu'un artiste va développer, notamment un artiste de cinéma aussi, parce que c'est quand même un art particulier qui est à la fois un art et une industrie, mais c'est aussi l'école qui permet, et cette école-là en particulier, qui va permettre de créer un vivier de cinéastes indépendants, et notamment Guérima qui va fonder vraiment une esthétique qui lui est vraiment propre. Et donc, il aborde tous les sujets dans ses premiers films, tout ce qui a trait aux conditions des Afro-Américains, le racisme, la condition des femmes noires, les luttes pour les droits civiques. On y évoque voilà, les différentes mêmes méthodes d'approche de ces luttes-là, entre Martin Luther King, qui est plutôt dans le pacifisme, Malcolm X d'un autre côté, qui est beaucoup plus dans la nécessité d'avoir recours aussi à une violence, mais une violence révolutionnaire et d'autodéfense, que reprendra après le Black Panther Party. Et aussi une mise en avant très forte du blues et du jazz dans les œuvres. Et donc il y réalise 2 courts-métrages, en 1971 Hourglass et en 1972 Child of Resistance. Et donc son long-métrage de fin de diplôme, Bush Mama en 1975, La récolte de 3000 ans en 1976, c'est son premier film éthiopien qui lui vaudra d'être reconnu internationalement, donc Léopard d'argent au Festival de Locarno, prix Georges Sadoul, restauré en 2006 par la Film Foundation de Martin Scorsese. Et donc, fidèle à la radicalité de son indépendance et à l'indépendance de son positionnement cinématographique, il s'installe à Washington en 1975 pour enseigner le cinéma à la Howard University, la grande université noire de la ville. Il y fait des documentaires, Wilmington 10 et USA 10,000 en 1979, où apparaît d'ailleurs une prisonnière politique qui était, en tout cas, elle était prisonnière politique à l'époque et depuis elle est exilée à Cuba et elle revient encore un petit peu actuellement dans une biographie qui lui a été consacrée récemment, c'est Assata Shakur. Donc elle y apparaît à l'intérieur pour mener un entretien. Il y développe également Cendre et Braise en 1982, et donc un film qui, malgré son prix Prêchi donc à la Berlinale et les projections dans de nombreux festivals internationaux, ne trouvera aucun distributeur aux États-Unis jusqu'en 2016. Il y a une restauration par une boîte qui s'appelle Array, mais en attendant, il décide de fonder avec son épouse, donc Sherikana Aina, la société de distribution Mifedu Film, dédiée au cinéma noir indépendant, et la structure de production Negoboîte Production. En 1993, il réalise Sankofa, mise en parallèle donc, de la communauté afro-américaine et africaine, à travers l'incarnation d'un mannequin afro-américain de passage au Ghana, et qui se retrouve catapulté dans l'époque de la traite négrière et qui se retrouve esclave des plantations. Et donc pour ce film-là, il entreprend de mobiliser ville par ville, et salle par salle d'ailleurs, la communauté afro-américaine, suite à la réticence des distributeurs, pour finir par être récompensé au FESPACO de Ouagadougou. Sankofa est également le nom du centre culturel, qui fait café et librairie aussi, qu'il ouvre à Washington, au cœur du quartier afro-américain, en 1996. Il réalise en 1999 Adwa, une victoire africaine, qui est le récit de la mise en échec de la conquête de l'Éthiopie par l'Italie lors de la bataille d'Adwa le 2 mars 1896. Et ce n'est que grâce à des partenaires européens qui financera son très autobiographique Tesa, que nous allons voir ce soir en 2007, dont je tairai volontairement l'histoire, etc., pour qu'on puisse se découvrir tous ensemble. Et donc, il travaille depuis toujours sur des projets de films, mais en restant fidèle à son positionnement indépendant. Donc nous allons là introduire 2 caractéristiques typiques de son cinéma, qui est le poétique et le politique, et l'articulation entre les deux. Et il use donc dès ses premiers films d'une esthétique qui s'apparenterait à ce qu'on pourrait appeler le cinéma d'avant-garde, sauf qu'on ne va pas aller comme ses contemporains américains, par exemple Ston Brakhage ou Jonas Mekas, qui sont des cinéastes vraiment expérimentaux de cette époque-là, notamment qui débutent dans les années 50. Lui, il sera dans un cinéma plus idéologique, c'est-à-dire une forme filmique où cohabite de façon constante la fabrication d'une pensée de la diaspora, de la place du peuple noir donc dans son environnement états-unien dans un premier temps, puis africain dans la suite de sa filmographie. C'est un cinéma qui investit la question d'une nouvelle géographie des peuples noirs, la notion de topique qui sera constamment présente dans ces films pour créer des analogies entre les époques et entre les continents, la traite négrière transatlantique, la colonisation africaine, les post-indépendances. Donc à l'image du film Sankofa dont je parlais tout à l'heure, où on a vraiment la question du trajet, de la trajectoire d'un peuple
qui a été transformé par le processus esclavagiste et qui doit recoller les morceaux de son passé pour mieux appréhender son avenir dans une perspective révolutionnaire. Et Sankofa investit d'ailleurs la charge symbolique que recouvre aussi le Ghana, et de façon plus large toute la côte ouest de l'Afrique, même encore aujourd'hui, pour les Afro-Américains en quête de leurs racines, qui a commencé d'ailleurs dans les années 60 avec l'impulsion panafricaniste du chef d'État Kwame Nkrumah, qui rebaptise d'ailleurs le pays Ghana, qui s'appelait autrefois la Côte d'Or, la Gold Coast, et sa politique garvéiste de rapatriement dans les années 60. Qui est une période d'ailleurs relatée par deux récits autobiographiques que je vous conseille si vous ne les avez pas lus. Il y a le livre de Maya Angelou, Un billet d'avion pour l'Afrique, qu'elle a écrit en 1962, qui est très intéressant, qui relate toute cette période-là. Et l'ouvrage aussi de Maryse Condé, une écrivaine guadeloupéenne, qui s'appelle La vie sans phare. Et donc si on revient sur les deux premiers courts-métrages, par exemple, Hourglass et Child of Resistance, il y a une période bien particulière, forcément, qui est l'articulation du cinéma et du militantisme, qui va faire forcément, en fait, vous dire, c'est une sorte de pierre angulaire sur ce qui va suivre par la suite, avec Sankofa, avec Teza, etc. Donc, qui va cristalliser tous les éléments qui lient les Africains et les Afro-descendants autour d'un récit commun, dont le fondement est la traite négrière, du coup, pour la question des États-Unis, et qui exprimera l'émancipation de ce système par les prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui le panafricanisme. Et donc c'est pour ça qu'on va faire aussi des liens avec le roi John, Samiri Baraka, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc Hourglass, par exemple, est un film, un court-métrage qui relate la chute, une chute vraiment au sens physique, d'un basketteur noir durant un match. Et durant cette chute, les spectateurs blancs le regardent, et c'est à travers cette rupture, donc, cette désarticulation corporelle, que le joueur éprouve le regard, avec un grand R, c'est-à-dire l'effet miroir que projette le regard dominant sur soi, un soi qui est ici réduit à sa fonction de corps-spectacle, d'amuseur de galerie en l'occurrence, qui forcément renvoie à toute une représentation, à une fabrication de la représentation du corps noir, depuis cette première interaction avec cet autre, donc en soif de domination et d'expansion dans ce cas-là. Et donc ce corps performance-là est réduit à sa capacité à mener des efforts physiques pour le profit de ceux qui l'exploitent et habité d'une forme de résilience qui l'expose souvent à mettre en doute même la question de sa dignité et de son intégrité. Et c'est à travers cette prise de conscience subite que le jeune basketteur se met à lire dans sa chambre Les damnés de la terre de Frantz Fanon, les ouvrages aussi d'Elrich Cleaver, qui était un membre du Black Panther Party, se mêlent les discours de Malcolm X, de Martin Luther King, d'Angela Davis. Et ce jeune homme est donc guidé par l'hymne du Black Panther Party dans ce film-là. On entend l'hymne d'ailleurs, Seize the Time, qui est chanté par Elaine Brown. Et donc il y a une mise en place d'une résistance face à un système donc, qui a prédéfini son rôle. Et on a donc là des bases du cinéma de Guérima et de ses récits, qui est vraiment la question de l'initiation. Une initiation qui nécessite une mise en marche, vraiment en termes très concrets, ce sont des personnages, des corps qui marchent. Le personnage marche dans les rues, il se met en marche. D'ailleurs, c'est aussi une occurrence très présente dans le cinéma moderne de cette époque-là, notamment dans la Nouvelle Vague, dans les films français de cette époque-là, ajouté à la musique jazz, sur laquelle on reviendra. Et donc, on a la mise en marche d'un individu-peuple. C'est un individu-peuple, c'est une synthèse, peuple qui s'incarne à travers l'apparition du titre des livres, d'ailleurs, et des affiches iconiques des leaders des mouvements. Et donc, on a un rapport à la référence commune, à la mémoire collective, de façon à ce que cette trajectoire puisse le mener vers l'émancipation, et en l'occurrence l'émancipation noire. Donc un premier motif qui sera décuplé dans Child of Resistance, c'est la mise en volume de ce que le plan présente ou représente par le biais du son. Le cinéma, bon, c'est l'art du mouvement, c'est aussi l'art du montage, on y reviendra plus tard, mais c'est aussi l'art du son, et notamment quand le son arrive au cinéma, c'est quelque chose aussi de très important. Et d'ailleurs, pour parler d'un cinéaste d'avant-garde ou d'un cinéaste moderne assez emblématique français de cette époque-là, Jean-Luc Godard créera une société de production qui s'appelle Son et Image. C'est-à-dire que le son prédéfini se positionne avant l'image. Et donc, le son chez Guérima, c'est un son fait d'incantations, des incantations référentielles des discours des leaders, les hymnes communautaires, qui se greffent donc au maelstrom d'une transformation mentale, d'une tension vers la black consciousness du protagoniste. Et la musique va être aussi forcément un véhicule
de cette conscience-là, et notamment le blues et le jazz. Et donc, on sait, je pense tous, que voilà, le blues et le jazz sont les ferments de l'identité esthétique et politique de la culture afro-américaine, et elles ont été théorisées par Amiri Baraka, notamment dans un ouvrage qui s'appelle Le peuple du blues, qui insiste sur le lien fondamental qui relie les multiples provenances des esclaves africains débarqués en terre d'Amérique et la création de ces courants musicaux qui insuffleront également les tentatives de créer une esthétique noire avec pour base le chant de travail. Là, j'ai par exemple une citation d'Amiri Baraka: « Une musique a servi de lien entre la musique purement africaine et celle qui s'est développée une fois l'esclave africain mis en contact, peu ou prou avec la société euro-américaine, une musique qui, tout en contenant beaucoup d'africanisme, était pourtant étrangère à l'Afrique. Ce fut celle de la seconde génération d'esclaves, ces chansons de travail. Dans ces chants américains, l'esclave africain avait chanté des mélopées et litanies africaines. Ses fils et ses filles, puis leurs enfants, commencèrent à prendre l'Amérique comme élément de référence. » On y apprend également, par exemple, que jusqu'au XIXe siècle, on put encore entendre des chants purement africains et voir des danses purement africaines dans le sud des États-Unis. La place du Congo, à la Nouvelle-Orléans, balancée chaque soir au son des tam-tams de nouveaux arrivants africains. Dans des endroits comme Haïti ou la Guyane, ces tam-tams continuent à rappeler à l'Occident que l'homme noir est venu d'Afrique et non de l'université d'Howard. Mais aux États-Unis, les sources purement africaines se tarirent assez vite après les grandes importations d'esclaves du XVIIIe siècle. Donc le jazz sera la musique prédominante des Fitalier Guerima et également de toute une séquence du cinéma américain et mondial, dit moderne, qui se veut en rupture avec le cinéma hollywoodien classique. Et d'ailleurs le jazz est une musique qui, dans son caractère hybride, donc fusion euro-américaine, africaine dont on parlait tout à l'heure, mouvant, bouillonnant, instable et toujours en résistance avec son assimilation par l'industrie musicale américaine. Il y a eu des courants après, comme le bebop par exemple, et ça consolidera l'idée d'une esthétique, de ce que j'appelle l'esthétique de l'impureté, pour parler du cinéma d'Alié Guerima. C'est vraiment qu'il y a quelque chose voilà, on pourrait dire hérétique, mais vraiment une esthétique impure. Le jazz donc appuie la vision du monde baroque de Guerima qui, en ce sens, rejoint les recherches de Leroy Jones sur cette question du jazz. Et un autre chercheur qui s'appelle Lionel Davidas, qui a travaillé un peu sur l'esthétique de Leroy Jones, il précise quelque chose qui est assez intéressant à mon sens pour comprendre un petit peu le processus d'Alié Guerima et de ce qu'on devrait comprendre par baroque et en quoi ça fait référence à cette question de l'impureté esthétique. Il dit: le baroque, semble-t-il, est en art et en littérature un style, une tendance générale ayant traversé toutes les périodes de l'histoire et qui, à notre époque d'incertitude et de désenchantement, peut caractériser fort justement ce qu'Édouard Glissant appelle notre cas au monde. Le baroque, c'est l'art des extrêmes, du passager et du mouvement, de l'ombre et du rêve, des circonvolutions et du tourment. C'est le chant d'élection de la métamorphose, du jeu subtil de miroir et de formes fugitives. C'est enfin la primauté accordée à la fugacité des choses sur tout ce qui est stable, défini ou permanent. Et donc voilà, le jazz apparaît dans Child of Resistance, qui est une libre inspiration de l'incarcération de la militante afro-américaine, donc communiste Angela Davis, qui introduit une thématique qui domine la sociologie donc afro-américaine jusque dans ses récits, qui est la question de la prison, du milieu judiciaire et de la lutte qu'elle engage. Si le champ du travail originel donc induit à la fois une résistance politique et une transmission culturelle panafricaine via la contrainte qui est voilà, le labeur forcé, le travail forcé, le statut du prisonnier politique, son abnégation face à un système raciste qui l'oppresse pour ses prises de position, opère ici comme de simple prétexte en fait, devient également résistance. Et il faut savoir que, par exemple, dans la Constitution des États-Unis, le 13e amendement, qui s'est maintenu bien après l'abolition de l'esclavage, autorise le travail sans consentement pour les prisonniers. Je cite là, ni esclavage ni servitude involontaire, si ce n'est en punition d'un crime dont le coupable aura été dûment condamné, n'existeront aux États-Unis ni dans aucun des lieux soumis à leur juridiction. Et sachant que dans la majorité des prisons américaines, il y a une majorité de Noirs et de Latinos qui y sont incarcérés, et qui purgent souvent d'ailleurs de très longues peines pour des faits souvent mineurs, un tel film apparaît donc comme une forme de transposition
et de succession de la logique esclavagiste et coloniale au sein des prisons. Il y a pas mal de travaux qui se font dans les milieux militants sur cette question-là. Et donc Barbara O. Jones, hein, c'est comme ça qu'elle s'appelle, la prisonnière politique dans le film, déclare dans son monologue « Je suis ici parce que je refuse d'être une colonie ». Une réplique qui renvoie à la fois à son court-métrage précédent, mais aussi aux longs-métrages qui vont suivre. Le passage à la case prison, donc, qui fait partie, comme je le disais, de la réalité sociologique du peuple afro-américain, s'est transformé en un passage obligé de la lutte radicale pour l'émancipation de ses droits, que ce soit Huey Newton et Bobby Seale, qui sont les créateurs du Black Panther Party, qui sont passés par la case prison, George Jackson, qui est mort en détention en 1971, dont les lettres sont citées dans le film, et avec lequel d'ailleurs Angela Davis a entretenu une correspondance. Et donc dans ce film-là, la prisonnière se projette mentalement au sein d'un autre espace, qui est aussi clos que le sien et qui représente un univers de prospérité capitaliste peu rassurant. Il y a un bar à un moment donné dans le film où boivent et dansent des Noirs, des Latinos, des Amérindiens, qui sont marqués d'une chaîne qu'ils ne calculent pas. Ils sont enchaînés mais ils n'en prennent pas cap en fait. Et ensuite apparaît en face de sa cellule un homme noir qu'elle interpelle sur les dangers qui le guettent, la drogue qui détruit sa jeunesse, sa nécessité de transformer son rapport aux femmes, un tas de choses comme ça qui se mettent en place dedans. Il y a aussi quelque chose d'important dans ces films-là, c'est qu'il y a aussi la question de la texture qui est importante du grain d'image. C'est des films qui sont faits en 16 mm. C'est vrai qu'aujourd'hui on filme beaucoup en numérique, mais il y a quelque chose dans le 16 mm et après dans le 35 avec la pellicule qui rend l'image organique. Et c'est souvent d'ailleurs le 16 mm est la pellicule la moins chère quand on fait des films étudiants. Et donc j'y vois vraiment là, bon, pour revenir dessus, c'est aussi les films militants de cette époque-là sont tous filmés en 16 mm et la vidéo commence à se développer dans les années 60-70, notamment via une cinéaste féministe française qui s'appelle Carole Rassopoulos. Et ce qui est intéressant dans ce grain-là, c'est qu'il y a vraiment la naissance d'un nouveau regard, un regard donc, qui se réapproprie et qui suture celui d'une communauté, donc, qui est la diaspora africaine et afrodescendante. Et cette imperfection du rendu, parce qu'il y a des sauts d'images, voilà, il y a ce qu'on appelle les brûlures de cigarettes, etc. Cette impureté donc, du regard est renforcée donc, par l'art du montage et de la musique jazz. Donc je disais, le montage est une des caractéristiques les plus fondamentales du cinéma parce qu'elle permet d'articuler le discours et l'émotion dans le cas du film militant. Et Guérima, lui, sera beaucoup plus intuitif dans sa manière d'articuler le discours politique et la poétique, en fait, le côté métaphorique des images et des sons, contrairement à d'autres qui ont vraiment théorisé ça de façon scientifique, comme Eisenstein ou Vertov, qui étaient vraiment des cinéastes d'avant-garde au service d'un parti, donc qui était le parti bolchevique à l'époque, cinéaste russe. Mais lui, Guérima, il se rapproche beaucoup plus d'un autre cinéaste qui est africain et qui est sénégalais, qui est Djibril Diop Mambéty, et notamment de son film qui s'appelle Touki-Bouki. Donc dans l'utilisation de la surimpression, de l'analogie entre des images qui semblent contradictoires et qui choquent un petit peu en termes de visibilité. Et donc voilà, c'est des éléments comme ça qui permettent d'insister sur le fait qu'on est vraiment dans une esthétique de l'impureté. Je suis obligé de parler de Sankofa parce que c'est quand même un film qui est une pierre angulaire, c'est quand même aussi le nom de son café qu'il tient à Washington. Et il active donc ce film-là toutes les potentialités poétiques d'une conscience noire qui est vraiment panafricaine. On mélange vraiment tout l'héritage qui provient de la terre-mère africaine et qui s'étend sur toutes les diasporas. Pour résumer, donc c'est l'histoire d'un mannequin afro-américain qui part au Ghana pour faire un shooting qui est fait par un Américain blanc qui lui demande de se positionner un petit peu de façon lascive, etc., de jouer avec un imaginaire exotique. Sauf qu'il fait ça dans un lieu qui est aussi un lieu mémoriel. Donc se confrontent le folklore et le vestige de la mémoire. Elle est interpellée donc, et choquée par l'intervention d'un vieux sage ou un sorcier, on ne sait pas trop, hein, parce qu'on commence le film par des incantations. Et ce monsieur-là vire tout le monde et il la voit et lui dit, il lui somme de retourner à son passé, comme un sort qui est jeté. Retourne à ton passé.
Et elle est plongée là dans une quête initiatique qui est celle de sa descendance, de son héritage, d'esclaves ghanéennes qui est déporté et qui est pris dans le sombre quotidien de la traite d'esclaves aux États-Unis. Donc quotidien, bien sûr, qui est fait d'humiliation, où on réinvestit toute une topique de l'esclavage, des psychologies aussi de l'esclavage qu'on a pu voir dans l'adaptation aussi de Lutz, de Racine aussi, d'Alex Haley, mais qu'on a pu voir aussi dans Beloved de Toni Morrison, dans récemment la série Underground Railroad de Barry Jenkins aussi, voilà, où il commence à y avoir de plus en plus de films afro-américains et britanniques qui reprennent cette question de la traite d'esclaves et de comment ça se passait, de ce que ça crée en termes de psychologie et de recomposition anthropologique d'une certaine manière. C'est fait d'humiliation, certes, mais aussi de résistance. Et Guerrima, c'est ce qui fait aussi sa particularité, c'est qu'il est toujours attaché dans sa filmographie à déconstruire la représentation victimaire et passive du corps noir qui résiste et qui finit toujours, malgré les tragédies, par tendre vers la réappropriation de sa dignité. Donc on assiste aussi aux recompositions des langues, des variations des approches de la lutte. On a un des personnages qui est dans le marronnage, un Jamaïcain. Le marronnage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le processus de résistance qui s'est mis en place dans les Antilles, pour ceux qui fuyaient les maisons des planteurs, etc., qui rentraient en résistance. Il y a tout un... Voilà, il y a la figure de la femme aussi qui est centrale dans le film, et qui sera centrale aussi dans Tesa, vous verrez. La femme africaine, la femme noire qui enfante, qui supporte le poids aussi du système d'exploitation et qui permet la conservation de la culture actuelle et à venir par le biais de chansons, de rites, de récits. Donc voilà, on a tout un tas de personnages très intéressants, mais voilà, je passe, voilà, je synthétise pour pas faire trop long. Mais voilà, je vous invite à voir ce film-là aussi, Sankofa, c'est un très beau film aussi. Il y aurait d'ailleurs des correspondances à faire entre l'héritage matriarcal donc propre à l'Afrique qui a permis donc à la femme noire, je dirais, d'avoir plus d'anticorps comparé à l'homme noir, souvent aussi qui s'est trouvé dans une impuissance de fait, qui a été liée à la chosification de leur être, qui étaient des corps commercés arbitrairement, contraints simplement avec des géniteurs aussi, pour donner d'autres esclaves et en empêcher la fondation de la famille. Et on en voit d'ailleurs des traumatismes et des restes, même jusqu'encore aujourd'hui, dans la façon dont les noyaux familiaux afro-américains et caribéens sont très éclatés. Donc voilà, bon. La pureté formelle donc, chez Guerrima est à comprendre comme une tentative donc, esthétique de briser ce qui fonde la règle du beau, de l'acceptable dans un système euro-américain blanc aussi. C'est ça qui est important. Le jazz, le baroque, l'usage de trucages donc, qui sont propres au montage, dont je parlais tout à l'heure, cette espèce de montage très choquant, dont je vois aussi d'une certaine manière un pied de nez avec un théoricien du montage transparent, linéaire, qui était le cinéaste américain Griffiths, qui avait fait un film qui s'appelait Naissance d'une nation et qui avait fait scandale, qui avait fait l'apologie du Ku Klux Klan. Je ne sais pas s'il peut y avoir des correspondances à faire à ce niveau-là aussi. C'est une sorte de résistance par rapport, une résistance du coup esthétique à voir. La transe aussi, qui est très importante chez Guerrima, la transe hypnotique, donc la voix, les chants, les tambours, donc, qui convoque les esprits et qui rétablit, répare, relie vraiment la communauté. Donc tout ça sont des éléments, peut-être chez Guerrima, à mon sens, qui pourraient être ce qu'on pourrait appeler un cinéma noir, de façon à pouvoir l'identifier de la même façon. En tout cas, ça nous permettrait de créer des correspondances entre ce qu'on appellerait le cinéma noir et la musique noire à voir. Parce que, on revient sur la musique noire, parce que le jazz s'est identifié à l'idée de l'improvisation comme résistance au maîtrisé et au construit de la musique blanche euro-américaine. D'ailleurs, le roi Jones dit quelque chose d'intéressant à un moment donné, la conception occidentale de la beauté ne peut pas s'accorder avec la musique africaine ou afro-américaine. Entre parenthèses, bien qu'à présent, au XXe siècle, la musique afro-américaine ait une tradition euro-américaine suffisante pour qu'il semble possible de la juger d'après des critères occidentaux, mais cela n'est qu'en partie vrai, fermez la parenthèse. Il est aussi absurde pour un occidental de déclarer que la voix du ténor wagnérien est supérieure à celle de l'africain ou du chanteur de blues, qu'il le serait pour un non-occidental de décrier la 9e symphonie de Beethoven sous prétexte qu'elle n'a pas été improvisée. Voilà, bon, il y a d'autres citations qui peuvent être intéressantes aussi, mais qui reviennent sur cette question-là. Et le cinéma noir, donc Somo Guerrima, ne serait pas plus un cinéma de l'improvisation,
qu'un cinéma qui mettrait en avant, par le biais des conflits de ses personnages et le recours à tous les artifices du cinématographe, l'idée du processus. Le processus d'émancipation des peuples, où l'œil de la caméra et la mise en rapport des images, donc, du coup, par le biais du montage, rend visible de façon rugueuse l'émergence d'un nouvel état du corps noir. Donc ce corps noir qui est un corps peuple, hein, comme je disais tout à l'heure, qui s'incarne à travers les protagonistes de fiction, hein, mais également dans le cadre de ces documentaires à travers des icônes de lutte et des figures importantes qui sont filmées telles quelles. Bon, on fait référence à Angela Davis, Assata Shakur aussi apparaît dans un des films. Un état du corps pris également dans ses irrégularités et ses tiraillements idéologiques. Parce que Ali Guerima était autant influencé par le Black Panther Party de Huey Newton que sa continuité féministe avec Angela Davis, Assata Shakur, que par donc, du coup, le rival historique du Black Panther Party qui était Maulana Ron Karenga, qui était un courant plus afrocentriste. Alors il y avait une vision de Huey Newton qui était marxiste-léniniste, hein, qui était d'ailleurs je vous invite à lire son autobiographie, Le suicide révolutionnaire. Il détaille voilà, en long et en large son parcours et ce qui le motivait à créer ce parti-là. C'est violemment opposé à la vision qu'il jugeait culturaliste, hein, Huey Newton, de Ron Karenga, qui était beaucoup plus, lui, dans une réappropriation de certains codes africains et d'une façon de relier la diaspora et les Africains du continent, avec notamment un nouveau Noël qui s'appelle le Kwanzaa, qui est fêté encore aujourd'hui, avec une série de préceptes en Swahili, ou Jama, ou Jima. Bon, voilà, ce serait très long pour insister, mais voilà, il y a eu des grosses oppositions à cette époque-là entre ces deux courants-là, qui aboutit à des fusillades. Donc Guerima est un peu dans cette tension-là idéologique, mais ça reste un artiste, dans le sens où il ne fait pas des films à thèse, des films tracts, et il s'est d'ailleurs souvent méfié d'une idéalisation du communisme soviétique, au point même d'avoir traité des conséquences de cette dernière quand elle s'applique dans un milieu africain, comme on le verra dans Tesa. Le roi Jones, lui, d'ailleurs, pour faire un parallèle, était de sensibilité nationaliste, qui à comprendre dans son sens spécifique. Aux États-Unis, on parle de nationalisme culturel, avant de s'orienter vers une tonalité plus marxiste. Et ce qui motive avant tout Guerima, c'est de procéder non pas d'ailleurs, comme je disais, en idéologue, mais en artiste, c'est-à-dire de relier le peuple noir dans une histoire commune qui transcende les appartenances et les courants, et qui tente à travers cela de concilier mémoire et histoire, des notions d'ailleurs qui ne sont pas forcément évidentes à relier les deux, hein, même dans les études aujourd'hui, encore décoloniales, postcoloniales, il y a encore des débats dessus, où on peut dire par exemple, voilà, il y a des points de divergence, là où l'entreprise mémorielle aurait tendance à, parce que c'est aussi son travail dans la mémoire, c'est d'unifier et d'homogénéiser une histoire, un récit, où les populations sont ramenées à un peuple, et qui peut être menacé aussi d'un essentialisme. Là où l'histoire se fonderait par une vision plus dialectique, plus soucieuse, on va dire, de l'épuisement des contradictions, voilà, de la multiplicité des peuples, de la multiplicité des recours à ce qu'on appelle la lutte des classes, parce qu'il y a aussi, c'est Karl Marx aussi qui a beaucoup investi cette question de la dialectique. Donc voilà, il arrive à réconcilier, à essayer de trouver des points d'accord entre la mémoire et l'histoire, Guerima. Et donc pour terminer, et avant de regarder le film, découvrir son œuvre, c'est pas évident, parce qu'on n'arrive pas à trouver même moi, avec Bernard, il m'a permis d'en découvrir quelques-uns, mais ils ne sont pas distribués, ils sont introuvables voilà, dans les bibliothèques, etc., même dans les bibliothèques municipales. En tout cas, elle est importante parce qu'elle nous permet aussi d'approcher ce qu'on appelle l'impureté au cinéma, ou en tout cas quelque chose qui se veut imparfait, et lui-même revendique cette imperfection dans son cinéma. Et elle est intéressante, cette imperfection, parce que, et d'ailleurs on peut retrouver leurs héritiers aujourd'hui, non pas seulement dans le domaine de la colonialité et de la question des questions, on va dire, noires et de rapports coloniaux de population, mais peut-être aussi dans le domaine de la sexualité. Je trouve que ce serait intéressant de comparer aussi ces films avec certains films de Pasolini, notamment un film que Pasolini avait fait, qui est une sorte de documentaire, essai, qui s'appelle Carnet de notes pour une Orestie africaine, où Pasolini avait entrepris d'adapter le mythe, ce mythe-là en Afrique, et puis s'est heurté au refus
des financeurs, etc., parce que les spectateurs n'auraient pas été habitués à voir trop de noir d'un coup dans un film. Et il est intéressant d'ailleurs sur une Pasolini parce que on peut voir des choses, c'est un cinéma aussi très baroque, et il réinvestit la question de la colonialité et du fait que c'était un cinéaste aussi homosexuel. Il y a un érotisme des corps qu'il filme, où on pourrait faire des comparaisons, même avec l'esthétique queer et ce qu'on appelle le cult aussi, dans les queer studies d'ailleurs, cette espèce de côté, on va dire entre guillemets extravagant, mais beaucoup plus, c'est-à-dire imparfait, pas lisse, ce serait intéressant peut-être de le faire dans un autre cadre. Et son œuvre permet de nous pencher aussi sur les apports et les limites aussi du lien entre le cinéma et l'idéologie. Parce que le cinéma est à comprendre dans sa substance, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même un art essentiellement capitaliste, et qui est aussi schizophrénique, parce que c'est à la fois un art et une industrie, mais qui peut être aussi contredit, parce que ça peut être aussi un art qui peut investir une résistance, un rapport à la poétique qui peut aussi questionner cette question d'industrie-là, sans forcément faire de la contre-idéologie, justement. C'est pas parce qu'il y a une idéologie dominante qu'en fait il faudrait recréer une idéologie dominée, auquel cas on ne sortirait pas d'idéologie. Ça ferait quelque chose d'assez pauvre d'ailleurs en termes d'esthétique, je pense. Mais Guérima est vraiment dans une volonté de créer une alchimie poétique, hein, vraiment, qui transcende tout ce qui a trait aux références imposées donc, par un système dominant pour en créer une nouvelle. Et je vous remercie pour votre attention.